Le 10 août 2022 sortira en salle Nope, le dernier film de Jordan Peele. Alors Jordan Peele, vous le connaissez peut-être pour notamment Get Out, mais également pour Us. Alors c'est quelqu'un qui a fait pas mal de choses, qui a fait de la série, qui a été pas mal acteur, mais depuis quelques années, depuis 5-6 ans, il s'essaye à la réalisation. Il fait plus que s'y essayer, même il réussit à la réalisation. Et il a fait donc Get Out, Us et maintenant Nope. Mais je vais pas vous parler précisément de Jordan Peele aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de quelque chose qui le concerne et qui concerne certains de ses consoeurs et confrères, qu'en fait certains critiques et publics de cinéma horrifique réunissent sous l'appellation Elevated Horror. Et en fait, Elevated Horror, c'est un concept qui me pose problème tant dans sa définition que dans ses raisons d'existence. Alors j'ai conscience que Elevated Horror, c'est pas forcément un terme qui est très ancré dans les pays francophones, c'est plutôt quelque chose d'américain, voire anglo-saxon de façon générale. Mais disons que quand même, en écoutant certains podcasts sur le cinéma, comme Pardon le cinéma, ou en écoutant, qui est un podcast qui est très bien d'ailleurs, mais en écoutant aussi, en voyant certaines listes sur Sens Critique ou Letterboxd, j'ai pu voir quand même ce terme revenir, y compris chez nous. Et puis de toute façon, que ce soit chez nous ou pas, dans tous les cas, cette notion m'intéresse et j'ai envie d'en discuter. Parce que la notion d'Elevated Horror va me permettre de dire aussi quelque chose sur le cinéma d'horreur actuel et sur la vision qu'on en a, nous, le public, mais aussi les critiques. Alors, rentrons dans le vif du sujet et demandons-nous c'est quoi l'Elevated Horror ? En fait, non, je vais pas répondre à la question tout de suite, je vais surtout parler de ceux que ça concerne, de celles et ceux que ça concerne, parce qu'en fait, cette notion, elle est venue avant tout d'un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices depuis ces 5-6 dernières années, qu'on a réunis sous l'appellation, j'ai envie de dire, Elevated Horror. Alors qui est-ce que ça concerne ? Déjà, évidemment, on l'a dit, Jordan Peele avec Get Out et Us, mais aussi Julia Ducournau avec Grave, qui avait fait pas mal parler de lui déjà en festival, et il avait été à la Semaine de la Critique à Cannes en 2016. On peut aussi citer David Robert Mitchell avec It Follows, qui avait fait beaucoup parler de lui aussi. On a également Ari Aster avec Midsommar, Hérédité. Mais on a aussi évidemment Robert Eggers qui a fait notamment The Lighthouse, mais aussi The Witch. Et là, il a sorti récemment en salle The Northman, qui était très bien, mais qui est pas vraiment un film d'horreur, donc je le mets pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir encore ? On va avoir Jennifer Kent. Alors j'ai pas le film, mais je l'ai déjà vu. C'est Mr Babadook que Jennifer Kent a réalisé. Bon voilà, là globalement, ça vous donne une idée un petit peu de qui peut graviter autour de cette notion de l'Elevated Horror. Donc ça peut nous permettre déjà d'avoir quelques éléments de définition. Parce que qu'est-ce qui va rassembler ces métrages-là, ces films-là ? Quel est le point commun entre eux ? Si je le dis très grossièrement, je dirais déjà, ce sont des films d'horreur qui cherchent à être des films à ambiance et pas des films qui sont épidermiques. C'est des films plutôt viscéraux, à ambiance, qui cherchent avant tout à donner un ton à leur œuvre, à pas être dans la facilité, dans le jumpscare, dans ce genre de choses. Des films donc qui se distinguent par un certain talent de mise en scène, par une épure dans la mise en scène, par une certaine sobriété, mais une certaine efficacité aussi. Ce sont des films qui sont assez... Alors j'allais dire poseur, c'est un peu méprisant, enfin c'est un petit peu dépréciatif, mais disons qui ont vraiment un sens de l'image. Il y a aussi un très bon jeu d'acteurs dans ces films, quand on regarde Get Out, quand on regarde Grave, quand on regarde The Witch, vraiment les actrices sont formidables. Donc disons que si je dois résumer la chose de manière un petit peu grossière, ce qui va qualifier l'Elevated Horror, c'est en fait finalement, ce serait du cinéma d'auteur horrifique. En fait, pour le dire très simplement, un cinéma qui aurait finalement la prétention de remplir un cahier des charges de festival, vous voyez, festival de style festival de Sundance ou le festival de Cannes, quoi, ce genre de choses. Un peu comme si ces films avaient l'intention de correspondre à ces attentes-là. Des films qui prétendraient parfaitement allier la forme et le fond. Alors quand je dis des films qui prétendraient, encore une fois, on y reviendra, mais c'est pas une volonté de ces auteurs-là qui se sont dit, nous on fait de l'Elevated Horror, nous on fait ça. C'est pas ça. Hein. C'est avant tout quelque chose qui est venu, me semble-t-il, du public ou de la critique. On y reviendra. Mais voilà, donc ces gens-là ne se reconnaissent pas sous l'appellation Elevated Horror en principe. Hein. Donc, je disais quelque chose qui allie la forme et le fond, et finalement qui préfère le qualitatif au quantitatif. Et cette distinction, elle est importante parce que en fait, l'Elevated Horror, elle est aujourd'hui incarnée par une société de distribution et de production qui s'appelle A24. Alors A24, ils ont notamment fait Midsommar, donc de Ari Aster. Ils ont distribué et produit certains films de Robert Eggers comme The Lighthouse ou donc Lighthouse, je crois que si je dis pas de bêtises, ils l'ont Lighthouse, il est là. Je pense qu'ils l'ont produit
et ils n'ont fait que distribuer The Witch, ou The Vivitch comme je dis, parce que je suis désolé, mais quand on voit cette typographie-là, pour moi il y a marqué The Vivitch et pas The Witch, mais peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo vraisemblablement. Donc A24 s'est fait une espèce de spécialité dans la production et la distribution de ces films qu'on appelle Elevated Horror, qui ont une patte autorisante, vous voyez, une patte entre guillemets d'auteur, une certaine sobriété, une certaine des films en fait sur lesquels manifestement il est difficile de rester passif avec son bol de popcorn, ou ce sont des films qui seraient plus stimulants intellectuellement, encore une fois je mets des guillemets partout, vis-à-vis du public. Et donc la société A24, on l'oppose à la société de production Blumhouse, que vous connaissez peut-être pour avoir produit en 2018 le Halloween de David Gordon Green, qui a fait tout un ensemble de films depuis 20 ans, alors qui ont construit leur réputation au départ en produisant Paranormal Activity. Alors c'est intéressant parce que effectivement la société Blumhouse était passée à côté à l'époque du projet Blair Witch, avait refusé le projet en disant que c'était pas intéressant, etc. Et vu le succès du projet Blair Witch, quand le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, de Paranormal Activity est arrivé avec ce projet, ils ont sauté tout de suite sur l'occasion, et au final ça a donné quoi? Ça a donné, avec Paranormal Activity, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et c'est intéressant cette notion de rentabilité parce que justement c'est ça qui va un peu qualifier la société Blumhouse, qui a vraiment cette obsession de la production, de la quantité, qui produit énormément de films pour le meilleur comme pour le pire, hein. On va avoir des films absolument épouvantables comme des vraies purges, pour faire un sympa jeu de mots avec tous les American Nightmare qui s'appellent Purge, The Purge en anglais, qui sont des films épouvantables. Et en contrepartie, vous avez quelques auteurs qui quand même arrivent à travailler avec Blumhouse, qui vont sortir notamment Invisible Man, que je trouvais vraiment sympathique, même si je sais qu'il a un peu divisé, mais que je trouve vraiment intéressant sur le fait de parler des violences conjugales et des violences faites aux femmes de façon plus générale à travers un film de divertissement, ce qui permet donc de toucher peut-être un public plus large et de sensibiliser sur ces questions-là. Mais il y a eu aussi Shyamalan qui a travaillé notamment avec Blumhouse pour produire Split, etc., etc. Mais voilà, ça n'empêche que derrière, un paquet de merde ont été produites dans cette production, enfin par cette société, faut pas se leurrer. Et donc, ça a donné d'un côté, encore une fois, la distinction entre Blumhouse qui ferait que du quantitatif, quand A24 ferait du qualitatif. Donc voilà un peu pour l'historique. Alors, quel est le problème finalement que me pose la notion de Elevated Horror ? Eh bien déjà, le tout premier problème, il est évident, ne serait-ce que quand on lit cette appellation-là, c'est que c'est un concept qui est ultra méprisant. Parce que parler d'Elevated Horror, c'est vrai que j'ai même pas donné de traduction, mais on pourrait parler d'horreur, littéralement, on pourrait parler d'horreur élevée, en tout cas d'horreur au-dessus des autres, d'horreur éminente, en soi d'horreur intelligente ou d'horreur d'auteur, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un concept qui de base est très méprisant, très snob. Et je pense que déjà, en soi, c'est un premier problème qui devrait nous inciter à refuser une appellation de la sorte, parce que ça voudrait dire que finalement, si ton appellation c'est pour dire l'Elevated, en fait c'est les bons films d'horreur, en soi ça peut pas être une catégorie valable, parce que dans tout cinéma il y a du bon et du mauvais, enfin donc du coup elle devient cette catégorie absolument nulle et non avenue. Le deuxième problème que me pose l'Elevated Horror, ça va être son caractère non exclusif, c'est-à-dire que s'il prétend être un sous-genre ou une catégorie, du coup on ne devrait pas pouvoir y insérer tous les films. Sauf que en fait, si l'idée c'est de dire l'Elevated Horror c'est du cinéma qui est fait par des auteurs du cinéma qui cherchent l'épure, la sobriété mais l'efficacité, du cinéma qui véhicule des idées politiques ou des idées morales, en tout cas un point de vue sur le monde, guess what, tous les films d'horreur le font depuis quasiment les origines, voire depuis les origines. Donc ça peut pas du tout être réduit à une espèce de vague d'auteurs, comme une espèce de nouvelle vague horrifique qui serait là depuis 5-6 ans. Ou alors il faut trouver d'autres choses à montrer derrière, il faut trouver d'autres éléments qui peuvent lier ces auteurs entre eux. Et peut-être qu'il y en a, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vraiment les lient entre eux, comme on a eu au début des années 2000 en France, je crois qu'on appelait ça la New French Extremity, qui rassemblait des gens comme Alexandre Aja, des gens comme Pascal Laugier, des gens comme Xavier Jans, qui faisaient en fait un cinéma ultra vénère, ultra hardcore, très violent, très gore, très extrême en soi, ce qui est devenu après les French Frayers, mais peu importe. Donc là oui, il y avait quelque chose qui liait ces auteurs entre eux, en tout cas une volonté de casser certains codes, de renouer avec une vraie violence graphique
et de faire du cinéma d'horreur viscéral quand on sortait des années 90 avec tout ce cinéma d'horreur qui avait pompé à mort tous les slashers, qui avait usé jusqu'à la corde certains codes, et donc il y avait une volonté de dépasser ça. Donc là c'était intéressant de parler de nouvelles vagues, entre guillemets, d'un nouveau genre. Là pour le moment il est assez difficile de voir ce qui lie ces films entre eux, à part, encore une fois, une certaine vision un peu snob de ce qu'est le cinéma ou de ce qu'il devrait être, avec ce côté, en fait, ne vaut que le cinéma qui va en festival de films indépendants, quoi, finalement. Donc voilà, pour le dire simplement, c'est qu'il y a un problème de rapport au temps, il y a un problème de temporalité par rapport à cette définition-là, où voilà, ce cinéma, on n'a pas le recul nécessaire, j'ai l'impression, pour comprendre vraiment ce qu'il définit. Et on a le sentiment que dans l'Elevated Horror, on pourrait y faire rentrer à peu près tout, n'importe quelle époque, n'importe quel sous-genre. Donc c'est pas très clair, encore une fois, ce que recouvre cette notion-là. Et donc le dernier problème que j'ai avec la notion d'Elevated Horror, c'est que un sous-genre de cinéma ou une catégorie de film ne peut pas être un jugement de valeur. Vous prenez à travers l'histoire du cinéma, il va y avoir plein de sous-genres qui vont être soit un temps peuplé de chefs-d'œuvre indépassables, soit un temps peuplé d'énormes nanars qui n'ont aucun intérêt. Donc la catégorie ne détermine pas la qualité de votre film, ça c'est une certitude. On ne peut pas traiter l'Elevated Horror comme une espèce d'AOP ou d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée, où parce que Robert Eggers fait un film, tac, c'est de l'Elevated Horror, vous pouvez y aller sereinement. Déjà, quelle pression pour les réalisateurs et réalisatrices, parce qu'ils doivent se dire, en fait, je ne peux produire que des bons films, et voilà, encore une fois, ils ont le droit ils vont accoucher de films moins bons, ils vont faire des choses qui vont être des sorties de route, et c'est bien normal dans la carrière d'un artiste. Si vous prenez par exemple dans le cinéma d'horreur, si on prend par exemple le sous-genre du cinéma d'horreur gore, le gore, c'est typiquement le sous-genre qui va être vraiment, en fonction des périodes, en fonction des époques, va à la fois avoir des films très intéressants comme des films complètement oubliables. The Wizard of Gore par exemple, mais c'est un film qui ne vaut que pour ses qualités plastiques, ses qualités d'effets spéciaux pratiques, voilà. Mais à la limite, le film en soi n'a que très peu d'intérêt à mon sens. En revanche, certains films de Lucio Fulci, par exemple, vous prenez Frayeur, là qui s'appelle City of the Living Dead parce que c'est pas un Blu-ray français, mais vous prenez Frayeur, vous prenez même d'ailleurs, l'enfer des, je sais pas où il est, je l'ai perdu. Vous prenez même l'enfer des zombies. Il y a chez Fulci, ou même d'ailleurs l'au-delà, pardon, il y a chez Fulci vraiment le gore, la mise en scène de la destruction du corps. On est presque dans le body horror. Il y a toute une poésie qui se dégage littéralement de ce gore-là. Il y en a une utilisation pertinente qui est faite. Donc, le sous-genre ne peut pas être en soi, ne peut pas déterminer en soi la qualité du film. Et c'est intéressant d'ailleurs, je viens de parler de body horror, ça me fait penser à quelque chose. Un des maîtres justement du body horror, c'était David Cronenberg. Enfin, c'est toujours d'ailleurs, il est toujours vivant, il fait toujours des films et on en parlera. David Cronenberg, quand il a commencé sa carrière, notamment, c'est pas son tout premier film, mais notamment avec Frisson, Frisson est considéré à l'époque comme un des plus mauvais films de sa génération, et les critiques de l'époque sont horribles quoi envers Cronenberg. Ils disent de lui qu'il ne sait ni faire de film ni raconter d'histoire. Donc, et pourtant ce mec-là est devenu avec le temps un des maîtres de ce sous-genre qu'il a quasiment inventé, qui est celui du body horror. Et aujourd'hui, c'est assez marrant de se rendre compte que, finalement, son dernier film, qui est encore dans ce genre-là, Les Crimes du Futur, et qui en plus porte le nom de son tout premier film qui s'appelait déjà Crimes of the Future, David Cronenberg aujourd'hui se retrouve en compétition officielle à Cannes avec un film qui quelques années plus tôt n'aurait absolument pas eu sa place. Donc je pense qu'on est dans ce mouvement-là, j'y reviens, où il y a une espèce de cahier des charges qui commence à être mis en place pour correspondre à certaines attentes, peut-être de Cannes, peut-être d'autres festivals, mais en tout cas un certain embourgeoisement en fait du cinéma d'horreur. Embourgeoisement qui n'est pas forcément du fait de leur réalisateur, encore une fois, qui peut être du fait de la vision qu'on projette sur eux, et en tout cas certaines élites. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement ce concept d'Elevated Horror, il vient d'où ? Pour moi, il y a deux hypothèses. Soit il vient d'un côté de certaines élites du cinéma, certaines élites critiques qui, pour elles, le genre, le cinéma d'horreur, ça n'a pas de valeur, mais il y a quelques bons artisans qui ont réussi à faire des films corrects, comme, encore une fois, Robert Eggers, Ari Aster, Jennifer Kent, etc. Ils ont réussi à faire des films un peu intéressants, donc c'est de l'Elevated Horror. Ça veut pas dire que le cinéma d'horreur c'est bien, ça veut juste dire qu'il y a quelques exceptions à la règle, et que donc ce cinéma-là arrive non pas à être au-dessus des autres, mais arrive à être à la cheville du cinéma conventionnel, de ce que ces élites cinématographiques voudraient voir.
Et donc ça, c'est un point de vue purement, encore une fois, bourgeois sur cette question-là. Ou alors la deuxième hypothèse pour moi de l'origine de cette notion qu'est l'elevated horror, ce serait en fait un concept venu des fans d'horreur, qui, en ayant marre que leur cinéma soit toujours abaissé ou pas apprécié à sa juste valeur, ont fini par se saisir de certains étendards, comme Julia Ducournau, comme Jordan Peele, pour dire non mais regardez, chez Ducournau, chez Jordan Peele, il y a un vrai propos, il y a de la politique, il y a des vraies questions de société actuelle, donc c'est pas du mauvais cinéma parce que c'est un cinéma qui dit quelque chose, et en plus c'est bien mis en scène, c'est bien joué, etc., etc. Mais ça, en fait, ce point de vue-là, même si en soi on peut le trouver plus acceptable parce qu'il viendrait de vrais amateurs d'horreur, mais le problème c'est c'est pas un point de vue bourgeois, mais c'est un point de vue qui s'inquiète du point de vue bourgeois et qui aimerait que on reconnaisse son cinéma, ça je comprends, mais qu'on le reconnaisse avec les yeux de certaines élites cinématographiques. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que de toute façon, ce cinéma-là, moi j'ai rien contre ceux qu'on appelle elevated horror, je veux dire c'est des très bons films, je les aime beaucoup, mais ils ne sont qu'une partie infime de ce qu'est l'horreur, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est encore aujourd'hui. C'est une partie infime de ce qu'il existe. Et on ne peut pas réduire cette esthétique-là du cinéma à ce qu'est le bon cinéma d'horreur. Ça peut pas être que ça, le bon cinéma d'horreur. Ça, c'est pas possible. Le concept d'elevated horror ne peut pas être un concept acceptable pour ceux qui apprécient ce cinéma-là, pour ceux qui apprécient le cinéma d'horreur. Peut-être qu'il est venu de fans, mais on ne peut pas le conserver, on ne peut pas se dire que c'est acceptable parce que non seulement vous êtes méprisant, mais en plus vous donnez une direction qui me semble pas souhaitable pour le cinéma d'horreur, parce que non seulement vous dites que c'est que ça le bon cinéma d'horreur, mais en plus pour ceux qui voudraient le découvrir, vous leur indiquez que finalement il n'y a rien d'autre que ça, ou en tout cas que à quoi bon aller s'emmerder, aller regarder d'autres cinémas quand vous dites que celui-là, il est plus élevé, il est au-dessus, il est éminent. Ça n'a absolument aucun intérêt de faire une telle chose. Et donc, moi, une sous-hypothèse, j'ai envie de dire, que j'ai en tête par rapport à l'émergence de cette notion-là, je pense qu'elle vient de personnes qui apprécient le cinéma d'horreur, mais peut-être pas depuis très longtemps. Alors, ça va sembler un peu méprisant quand je le dis comme ça, mais je vais m'en expliquer. Il y a quelqu'un que j'ai pas cité depuis le début de cette vidéo, alors même que certains l'intègrent à la notion d'elevated horror, et c'est John Krasinski. John Krasinski, vous le connaissez peut-être parce qu'il a été Jim Halpert dans The Office. Mais il est aussi le réalisateur de 2 films qui sont très bien et que je vous recommande, qui sont Sans un bruit, avec Emily Blunt. Les films sont très bien, mais pendant la promo de Sans un bruit 2, Jim Halpert a donné une interview au LA Times, je vous mettrai le lien de l'article en description, vous allez vérifier que ce que je dis n'est pas des conneries. Et dans cette interview, je viens de le dire, John Krasinski dit je reconnais que je ne connaissais pas le cinéma d'horreur avant, il a toujours été distant par rapport à lui, il le dit, et en fait je m'y suis intéressé qu'à partir du moment où j'ai réalisé Sans un bruit, où vraiment je me suis lancé dans la production du film, et maintenant depuis que je connais, ah là là j'adore ça, je regrette, je crois qu'il dit, c'est un article en anglais mais de mémoire, je regrette de ne pas avoir fait partie de la fête avant, mais maintenant que j'y suis je veux plus partir, etc., etc. Jusque là, pas de problème, ok, c'est cool, tu découvres le cinéma d'horreur sur le tard et t'as envie d'en faire tout de suite, en soi il n'y a rien de critiquable là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de l'interview où il dit et puis en plus, quelle période nous vivons actuellement avec tous ces merveilleux films de l'elevated horror, etc. Et donc pour moi, c'est là où il y a un gros problème, c'est que ça prouve bien que le gars te dit je ne connais pas le cinéma d'horreur, je m'y suis intéressé très tard, et donc il s'y est intéressé très tard en ne regardant que ce qui sortait actuellement, notamment chez lui d'ailleurs aux États-Unis. Et évidemment, donc il va tomber sur Get Out, il va tomber sur It Follows, il va tomber sur Midsommar, etc. Et donc, il a cette vision que le cinéma d'horreur, c'est ça, comme si, finalement, oui, c'est pas un genre qui est très appréciable, c'est pas un genre où il y a eu beaucoup de bons films dedans, mais depuis quelques années, quand même, il y a de l'elevated horror. Depuis quelques années, quand même, il y a Jordan Peele, il y a Julia Ducournau, il y a quand même des gens qui font du bon boulot. Et pour moi, ça, c'est une position qui est ultra problématique, qui est vraiment problématique, parce qu'encore une fois, même si elle veut mettre en avant le cinéma d'horreur, et c'est tout à son honneur, en soi, elle le fait de la pire des manières, parce qu'elle le fait d'une manière à la fois, malheureusement, un peu ignorante du cinéma qui existe depuis 100 ans, mais en plus, elle le fait d'une manière, du coup, méprisante et snob. Alors, finalement, que disent les premiers concernés de la notion d'elevated horror? Eh ben moi, ma théorie, c'est que, mis à part John Krasinski, que je mets un peu de côté, je pense qu'ils n'en ont strictement rien à faire de cette notion-là. Je pense que eux, ils font leur cinéma et que on leur en parlerait, je pense qu'ils refuseraient l'idée qu'ils fassent du cinéma
au-dessus des autres, du cinéma élevé, de le cinéma d'horreur, peut-être d'auteur certes, mais en tout cas qui serait plus valable que d'autres cinémas, même actuels. Et j'en veux pour preuve notamment le vidéoclub organisé par Combini avec Julia Ducournau, qui était spécial horreur, qui était sorti pour Halloween de je sais plus quelle année, peut-être 2019, un truc comme ça, et dans lequel elle parle de ses influences, alors autant en tant que spectatrice que réalisatrice. Et c'est super intéressant parce que vous allez voir que Julia Ducournau, elle a des influences déjà très variées, autant le cinéma japonais que les Evil Dead de Sam Raimi, que les films de cannibales italiens comme Cannibal Holocaust par exemple. Mais du coup, vous voyez aussi qu'elle a des influences qui sont très classiques en fait, de cinéma, d'horreur, j'ai envie de dire presque de patrimoine, tellement ces films-là ont enduré l'épreuve du temps et sont restés comme des films majeurs qui ont défini ce qu'est le cinéma d'horreur actuel. Donc, on ne peut pas... Si Julia Ducournau s'inspire de ces films-là et qui, eux, ne feront absolument pas partie de la notion d'elevated, vous ne mettez pas Cannibal Holocaust dans la notion d'elevated horror. Je pense que en termes d'esthétique, il n'y a rien qui correspond. Et pourtant, c'est quand même des films qui, elles, l'ont influencée quand elle va faire Grave. Évidemment que Julia Ducournau a vu des films de cannibales italiens avant de faire Grave. Quand bien même Grave a sa propre esthétique, son propre ton, sa propre ambiance. Donc, tous ces réalisateurs-là et ces réalisatrices-là qu'on met dans la catégorie de elevated, en réalité, eux, ils ont une culture de l'horreur, ils ont digéré tous ces films qui sont venus avant eux, et surtout, ils les respectent. Donc je pense pas qu'ils seraient dans une position de se placer au-dessus, loin de là. Et puis surtout, je voudrais dire ça aussi quand même pour terminer, c'est que la notion de cinéma d'auteur horrifique, mais elle a toujours existé, il n'a pas fallu attendre l'elevated horror. Enfin désolé, prenez quelqu'un comme John Carpenter. Enfin, John Carpenter, c'est une évidence que c'est un auteur. C'est une évidence parce que déjà, d'un point de vue esthétique, il y a une cohérence à travers tous ses films. D'ailleurs, sur la notion d'épure et d'efficacité, clairement, il rentrerait dans les codes de l'elevated horror actuel, à mon sens. Mais surtout, il a des thématiques qui se répètent de film en film, notamment la notion de mal absolu, évidemment, à travers Michael Myers, à travers The Thing, à travers They Lives, etc., etc. Un mal qui nous dépasse tous, qui est absolu. Puis surtout, voilà, Carpenter, clairement, c'est un cinéaste politique. Et même, j'ai envie de dire, lui, il serait totalement dans la catégorie elevated horror, puisque si l'idée c'est d'avoir une patte indépendante, regardez Prince des Ténèbres, par exemple, ou regardez They Live, ce sont clairement deux films indépendants, faits avec peu de moyens, faits de façon, avec une esthétique cohérente par rapport à l'ensemble de sa carrière. Enfin, il rentrerait totalement dans cette catégorie, et ça existait bien avant, dès les années 70-80. Donc, vous prenez aussi quelqu'un, par exemple, comme Michele Soavi, avec Della Morte dell'Amore. Michele Soavi, ce film-là, en fait, il est presque plus, d'un point de vue thématique, si on aborde toutes les questions philosophiques qu'il traite, d'un point de vue thématique et d'un point de vue esthétique, ben en fait, Della Morte dell'Amore, il est plus un film d'auteur qu'un film d'horreur. Même si j'aime pas l'appellation film d'auteur, mais je dis ça pour qu'on se comprenne bien. Au final, il est beaucoup plus, je trouve, il correspond beaucoup plus à cette définition du cinéma d'auteur avec des grandes majuscules ACAA et enfin avec une vision, vous voyez, très élitiste, parce que c'est un film encore une fois qui est pas difficile d'accès, mais qui, par le ton, par les sujets qu'il aborde, etc., se rapproche plus de cinéaste indépendant d'auteur que du cinéma d'horreur bourrin de zombies de son époque. Donc Michele Soavi, il existait avant l'elevated horror, il faisait déjà ce genre de choses, mais la différence avec les auteurs actuels comme Jordan Peele et comme Ducournau, c'est que lui par contre n'a pas du tout été reconnu à son époque, ce qui fait que Soavi, il a fait assez peu de films, malheureusement. Et donc ça, c'est peut-être le seul bon point qu'on peut donner entre guillemets à l'elevated horror, c'est qu'au moins ça a permis de reconnaître que ces auteurs-là étaient, je parle encore une fois de Jordan Peele, de Ducournau, de Ari Aster, etc., de Robert Eggers, ça a permis de reconnaître qu'ils faisaient du travail d'auteur et de reconnaître qu'il y a du cinéma d'auteur. Sauf que, encore une fois, mon problème, c'est que ça ne peut pas être que leur travail qui peut être reconnu comme tel. Parce que, en tout cas pour certains, malgré tout, quand vous voyez les films de Robert Eggers, quand vous voyez les films de Ducournau, il y a quand même chez eux, un petit point de vue bourgeois sur la question du cinéma. C'est pas pour rien que Titane remporte la Palme d'Or. Titane est un film extrêmement intéressant, que j'ai trouvé très bien pour ma part, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité non plus. Mais honnêtement, Titane, pour moi, les questions qu'il traite, notamment la question d'identité, de transidentité, de transgenre, il la traite aussi d'un point de vue un petit peu élitiste, un petit peu bourgeois.
après ça engage que moi, mais je le vois comme ça. Donc c'est pas pour rien que ces auteurs se retrouvent assimilés à l'Elevated Horror. Et vous prenez, et pour terminer sur mes exemples, prenez par exemple Gaspar Noé, donc Gaspar Noé que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé Irréversible, mais aussi Climax, mais aussi Love. Alors c'est pas spécialement un cinéaste d'horreur, mais disons que l'horreur est clairement présente dans ses films. Bon, Gaspar Noé, lui, clairement, c'est un cinéaste qui est reconnu, qui est admis dans une forme de culture légitime, dans une espèce d'intelligentsia de la critique cinématographique. Lui, il est complètement admis. Mais quand vous regardez les influences, encore une fois, de Gaspar Noé, ces influences, c'est Dario Argento, c'est le cinéma classique, ces influences, c'est aussi Schizophrénia, ce genre de choses qui, aujourd'hui, ne seraient pas du tout admis dans la définition de l'Elevated Horror. Et puis, pour vraiment terminer sur cette question-là, l'Elevated Horror, c'est quoi son but ? C'est aussi d'être de l'horreur. Et sauf que, et là je vais peut-être me fâcher avec certaines personnes, mais moi le problème que j'ai avec tous les films que j'ai cités depuis le début, c'est que pour la plupart, enfin pas pour la plupart, mais certains ne font pas peur. Donc c'est difficile de leur donner ce caractère de Elevated Horror quand tu rates ton premier but qui est celui de faire peur, faire de l'horreur. Vous prenez It Follows, moi It Follows, je suis désolé, beaucoup de gens l'ont adoré, là il y a marqué sur la jaquette, il y a marqué ultra flippant, je me suis fait chier devant ce film, je suis désolé de le dire. Peut-être que j'ai raté son message et je vais le revoir à nouveau, mais honnêtement, je me suis bien emmerdé. Midsommar, c'est un film qui est ultra intéressant par son dispositif de mise en scène, etc. C'est pas un film qui fait peur. Cela dit, il est peut-être pas destiné à faire peur. Il est plutôt destiné à créer un malaise, mais qu'importe. Et puis surtout, vous prenez The Witch, par exemple, que j'ai pas en Blu-ray, mais The Witch de Robert Eggers, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, parce que le film est esthétiquement est remarquable, que le jeu d'acteur est vraiment au cordeau, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai regardé The Witch pour la première fois, je l'ai vu avec ma compagne qui est en train de me filmer actuellement, et quand on l'a regardé, donc qui n'est pas ma compagne, qui n'est pas une amatrice particulièrement de cinéma d'horreur, qui aime bien regarder une fois de temps en temps avec moi, mais qui n'est pas vraiment une aficionados. Quand on a regardé le film, au bout d'une heure, elle m'a dit, je ne comprends pas le film, est-ce que c'est censé faire peur ? Et c'était pas une critique méprisante, c'était une vraie question, parce que le film, bah, même pour quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément tous les codes du cinéma d'horreur et qui n'a pas été abreuvé peut-être un peu comme moi au point des fois de devenir un petit peu blasé, ne ressentait pas de peur devant le film. C'est quand même un énorme problème. Voilà, tout ça pour dire que en plus, même dans la notion d'horreur pure, c'est pas ceux qui sont peut-être les plus performants aujourd'hui. Voilà, il va y avoir des films qui sortent actuellement qui peut-être sont quand même beaucoup plus, peut-être moins dans la retenue, peut-être moins dans la sobriété, c'est vrai, et donc moins élégant, mais peut-être aussi beaucoup plus effrayant. Moi je reparle encore une fois de Halloween de 2018, je sais que pareil, je parle que de films qui n'ont pas plu à tout le monde, mais souvent c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est quand vous plaisez pas à tout le monde. Le Halloween de 2018, je l'ai trouvé ultra efficace, je l'ai trouvé effrayant, je l'ai trouvé vraiment bien fait, mais effectivement, avec peut-être une tendance d'être moins dans la sobriété, et ce que va d'ailleurs prouver le Halloween Kills, c'est que là on est totalement dans l'absence de sobriété, on est dans la violence gratuite et pure, et effectivement là vous allez à mon sens un peu trop loin dans cette notion là. Pour conclure, l'Elevated Horror et les films qui y sont rattachés, c'est quoi le problème aujourd'hui ? Donc je l'ai expliqué, le côté méprisant et snob de la définition, d'accord. Mais un autre problème, c'est que ces films-là, pourquoi on les réunit entre eux ? On les réunit parce que, encore une fois, d'un point de vue esthétique, il y a une certaine perfection, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est presque le problème. Parce que ces films-là sont effectivement souvent parfaits d'un point de vue technique et esthétique, mais du coup, ils sont sans aspérité et donc des fois un peu sans charme. Il y a un côté très programmatique finalement dans ces films, très exécution parfaite de bon élève. Sauf que, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais le cinéma d'horreur, c'est aussi faire une sortie de route, des fois faire fausse route, mais c'est aussi le choc, c'est le désaccord, c'est la sortie de route, c'est vous brusquer. Et des fois de la pire des manières, des fois de la manière la plus honteuse, et des fois d'une manière la plus pertinente qui soit. Mais pour moi, le cinéma d'horreur, ça ne peut pas être que, et je dis bien que ça, parce que ça peut l'être aussi, ça ne peut pas être que du film de bon élève, ça ne peut pas être que ça. L'Elevated Horror introduit de la hiérarchie, introduit du carcan, introduit finalement une seule vision de ce que doit être le cinéma, et tout ça c'est un point de vue bourgeois auquel le cinéma d'horreur devrait refuser de se plier, parce que le cinéma d'horreur, encore une fois, je pense que c'est de l'antisystème par définition. Prenez Society de Brian Yuzna, c'est littéralement ça, c'est quelqu'un qui pour son premier film emmerde le système au point qu'il fait un film certes qui a des défauts, mais qui montre toute cette élite culturelle en pleine orgie affreuse, tout en latex,
là qui pourrissent sur place, etc. C'est assez vertigineux de faire ça pour un premier film et d'emmerder à ce point le système. Eh bien, je vais conclure cette vidéo en vous incitant à être toujours curieux sur le cinéma d'horreur, à vous intéresser à tous les genres, toutes les époques, en tout cas tout ce qui vous attire, et à ne pas hésiter à y aller et ne pas vous faire berner par des appellations, des espèces de petites gommettes qu'on met sur des films en vous garantissant que ça c'est le vrai cinéma et ça c'est des choses qui sont intéressantes. N'oubliez jamais que de toute façon le point de vue que vous portez sur les œuvres, quelles qu'elles soient, ça n'est jamais qu'un point de vue qui est que subjectif, il n'existe pas d'objectivité de la critique. Tout ça est déterminé par vos émotions, par vos trajectoires, par votre socialisation, par les cercles dans lesquels vous évoluez. Donc ça doit nous rendre humbles, ça doit nous faire comprendre que le cinéma il est pluriel, qu'il est multiple. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, refuser les appellations qui sont snobs, refuser les appellations qui sont méprisantes, au bout d'un moment, merde, aimons le cinéma qu'on aime et c'est déjà pas mal. Allez, salut!